Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 juin 2025 alors qu'il pleut un peu sur Cotonou au moment où les écoliers doivent affronter les premières épreuves du certificat d'études primaires. Nous leur souhaitons bonne chance et bonne concentration à tous et à chacun. Sur ce plateau ici, nous nous serons concentrés à décortiquer l'actualité politique dans toutes ses dimensions et c'est ce qu'on pourrait qualifié de ce qu'on pourrait appeler mettre de l'huile sur le feu. Dans un entretien au long cours accordé à la télévision nationale nigérienne, le chef du régime militaire a multiplié les accusations contre le Bénin. Abdourahmane Tiani persiste et signe. Le Bénin abrite des bases militaires françaises et servirait de point d'appui pour des opérations clandestines contre le Niger. Un mobile suffisant pour lui pour maintenir ses frontières fermées alors qu'on pensait que l'heure était à la décrispation avec les mesures d'apaisement prises par Cotonou. Niamey vient d'en rajouter une couche. Pas sûr que cela soit du goût des autorités béninoises. Quelle posture le Bénin doit-il adopter? Eh bien, nous faisons le débat. Autre volet de l'actualité, comment le parti Union progressiste, le renouveau, plus grand parti du Bénin, prépare-t-il les élections à venir? Ces dernières semaines, des rumeurs évoquent des dissensions entre l'ex-PRD et le parti. Qu'en est-il réellement? Pourquoi ce branle-bas? Nous recevons dans Instant Politique Gérard Benochi. Il est le secrétaire général du parti. Il vient répondre à nos questions. Bonjour le Bénin. FIFA même, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Super bien et vous-même? Ça va, un plaisir de vous recevoir sur la matinale. Plaisir partagé. Pour nous livrer les informations tout de suite et maintenant. Le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, c'est le bulletin d'information. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous du bulletin d'information sur la télévision nationale. Et comme vous le savez, une bonne santé passe aussi par le bien-être et l'entretien de toutes les parties du corps, et ce, sans exception. Eh bien, une routine essentielle pour de nombreuses personnes. Allons à la découverte d'une femme qui en a fait un métier. Dans son atelier, Faizat redonne éclat et confort aux mains et aux pieds avec précision et passion. Un reportage que nous propose Enoch Roupati. Le regard concentré sur la plante du pied de son client. Sourire aux lèvres, Faizat la trentaine bichonne au quotidien les pieds et les mains de sa clientèle. C'est la pédicure manicure. Pédicure manicure, ouais, je ne sais pas ce qu'on appelle comme ça, c'est pourquoi je suis en train de demander encore. Le mot là, c'est un peu gros pour moi. Je sais que les pédicures manicures, ce sont des soins spécialisés en onglerie. Voilà, pédicure pour les pieds et manicure pour les doigts. Ça sublime les doigts. Voilà, les ongles aussi, ça les rend jolis. C'est un soin qui est censé rendre vos mains et vos pieds plus doux, plus agréables au toucher éventuellement. Et ça reflète aussi un peu la propreté d'une femme. Pédicure, c'est le traitement des affections de pieds et des peaux mortes. On traite aussi. Quand toi-même tu fais pédicure, là, tu es à l'aise et en plus, tu es fier de ta peau. Les peaux mortes qu'elle retire minutieusement sont souvent dues à plusieurs facteurs. Cette mort cellulaire peut être due à un défaut de vitamines, à une sécheresse, ainsi de suite. La sécheresse survient après une déshydratation. Mais la cause qui est responsable de cela qu'il faut maintenant prendre en charge. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent entraîner des pieds fendus, mais que ce ne sont pas des pieds morts. C'est pour ça que je dis, un pied mort peut entraîner une fissure. Mais toute fissure n'est pas pied mort. Pour chaque soin, Faizat utilise des produits spécifiques, choisis avec rigueur. Aidée de ses apprentis, elle s'applique à offrir un service de qualité. On met l'eau simple dans la machine à pédicure. Après tout, on met les huiles essentielles, savon liquide, acide de pédicure, sel de pédicure. On met dedans et puis on met un peu de dépôt dedans. Le client va mettre son pied dedans pendant 30 minutes au moins. Et c'est là maintenant on va enlever les peaux mortes à l'aide d'une lame bien. On peut utiliser la pierre pour lisser. Selon ce médecin généraliste, la pédicure manicure bien réalisée n'est pas nuisible pour la santé. Lorsqu'on nettoie les cellules mortes, dans les moyens thérapeutiques, il est même recommandé de l'eau tiède. De l'eau tiède, on met les pieds dans de l'eau tiède qui constitue une phase dans la prise en charge au niveau chez les esthéticiens, ce qui est recommandé.
D'accord? Et après ça, maintenant, en fonction de la cause, on met le traitement adapté qu'il faut. Donc, c'est une bonne chose de faire recours à cette pratique-là. Dans un univers très féminin, Faizat doit parfois rassurer son partenaire, surtout face à sa clientèle masculine. Mais avec le temps, elle a su établir la confiance. Au début, il m'avait interdit de ne pas faire pédicure. Mais avec le temps, lui-même, il vient, je lui fais ça et il a vu, je lui ai dit, bon, avec les hommes, ça se paye très bien. Et les hommes aussi, ils me trouvent encore plus de clientèle. Aujourd'hui, elle transmet son savoir et vit pleinement de ce métier. Je suis dans le métier il y a de cela 3 ans et j'ai 4 apprentis. J'ai libéré 2. Ce métier m'aide vraiment à satisfaire mes besoins. J'encourage beaucoup de filles qu'elles viennent apprendre ça pour qu'elles puissent aussi gagner dedans. Bien plus qu'un simple soin esthétique, la pédicure-manicure est un véritable rituel de bien-être. Et grâce à des professionnels comme Faizat, cette pratique continue de gagner en popularité. Vous le savez, le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Cette édition 2025 est axée sur les dangers liés à la consommation du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'Organisation mondiale de la santé. Et au Bénin, on mise beaucoup plus sur la sensibilisation pour atteindre la cible. Olviga Messan, Abdoulafou Idrissou et Dorcas Tito Tchaledji nous proposent un reportage sur le sujet. On regarde. Le tabac, c'est un produit très dangereux, d'accord, pour l'organisme. Nous avons la cigarette que la plupart des gens fument, il y a le tabac que les gens chiquent, ou il peut briser. Donc il y a différentes formes que la préparation ça donne à ça régulièrement. De la chicha, ça fait partie même des formes les plus toxiques du tabac, parce qu'il s'est prouvé que la chicha, une bouffée correspond à 100 baguettes de la cigarette. Donc vous voyez déjà combien de fois c'est toxique pour l'organisme. Le tabagisme peut toucher tout ce qu'il y a comme organe. Si on parle par exemple au niveau pulmonaire, on peut avoir les cancers du poumon, des bronchopneumopathie chronique obstructive, les exacerbations des crises d'asthme. Au niveau de la cavité buccale par exemple, nous avons une mauvaise haleine, les caries dentaires, les plaques dentaires. Ça peut toucher même les yeux, on peut parler de cécité, de cataracte, niveau même génitaux urinaires. Ça peut être responsable de l'infertilité chez l'homme. Sinon, il est prouvé, selon les chiffres, chaque année, près de 8 millions de personnes qui meurent à cause du tabagisme. Et parmi ces 8 millions, nous avons environ 1,3 million de personnes qui sont des non-fumeurs directs, c'est-à-dire des personnes qui sont aux alentours de ceux qui fument. Donc déjà, comme moyen de prévention, il faut commencer par ne pas fumer dans les endroits publics. Il faut éviter de consommer le tabac, fumer le tabac en présence des enfants. Également, ceux qui consomment ces substances, il faut qu'ils se rapprochent des professionnels de santé pour pouvoir avoir des conseils, des méthodes et des moyens pour pouvoir vraiment réduire la dépendance à ces substances. C'était donc à l'instant un extrait des conseils d'un médecin généraliste sur l'importance de la non-consommation du tabac pour la santé. Et vous le savez, le droit aux origines est essentiel, se rappelant de l'énigme qui pourrait entourer les questions de paternité ou de parentalité. Arnaud Adadja profite de la célébration du 30 mai, journée internationale du droit aux origines, pour nous replonger dans ce sujet encore d'actualité. Droit aux origines, connaître son histoire pour mieux se construire. C'est un reportage que je vous invite à suivre. Ces personnes ont chacune des références généalogiques précises. Dans la communauté, chacun de nous est issu d'un père et d'une mère de naissance. Toutefois, il existe au sein de la société des personnes qui ont tout perdu de leurs racines ou origines. C'est le point de départ du droit aux origines. La présente célébration amène chacun à réfléchir à ses racines ou encore à son histoire. Du Brésil, nous on fait le Bourguignon en
Notre aïeul est venu au Dahomey. Il a rencontré le roi Guézo le 26 décembre 1819. C'est à ce moment-là, on lui faisait le haie et les nattes dansaient au beau milieu. Et lui aussi, il dansait le zinli. Nous sommes venus de Nigeria, Ikoyi. Bon, quand nos grands-pères sont venus à Ouida, ils sont tombés dans la main de Souza. En ce temps-là, quand ils tombent dans la main de Aboudala, ils vont te donner leur nom. C'est pour ça que nous avons donné Sacramento, Sacramento. Qu'est-ce qu'il me reste de mon pays qui va être le mien, qui va faire partie de mon identité, de mon ADN, jusqu'à la fin de mes jours? Et une fois que tu as trouvé ça, tu traces ton chemin et tu y vas. Quoi. Depuis 2014, il existe une journée mondiale à connaître ses origines. À la question, faut-il, oui ou non, permettre aux enfants nés sous X pour ne pas dire inconnus, de retrouver leurs parents biologiques, alors même que l'accouchement sous X était censé rompre tout lien? La réponse trouvée par la communauté internationale a été de fixer au 30 mai la commémoration de la Journée mondiale du droit aux origines. L'objectif est de sensibiliser à l'accès aux origines pour les personnes nées sous X et leur mère de naissance. Le législateur s'est également posé la question de modifier la loi en créant le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, CNAOP. Il envisage même la possibilité que le père de l'enfant né sous X puisse reconnaître l'enfant, même si la mère accouche sous X. Au Bénin, il existe depuis le 2 septembre 2024 la loi numéro 2024-31 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il est temps qu'on cherche à se reconnaître, à se découvrir et qu'on s'accepte. C'est cela qui fait que depuis les manifestations culturelles devenues déistes, nous avons mis un comité sur place. Ce comité est composé non seulement des nationalités béninoises, mais des nationalités africaines et de la diaspora noire. Cette loi a permis à beaucoup d'Haïtiens, Brésiliens, Guadeloupéens et autres Caraïbiens d'essence africaine d'obtenir leur nationalité béninoise. Parlons à présent de ces acteurs de la filière anacarde qui renforcent leurs capacités grâce au projet PACOFID. Il s'agit du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exploitations. L'atelier de formation a eu lieu à Parakou. Les participants viennent du Borgou, de la Donga et des collines. À la fin, ils seront outillés sur les bonnes pratiques relatives à la réhabilitation et l'installation de nouvelles plantations compétitives. Reportage. Le Bénin, avec ses partenaires, envisage la réhabilitation de milliers d'hectares d'anciennes plantations et 3850 nouvelles installations. Ce renforcement de capacité fait partie des actions majeures pour y parvenir. 109 agents seront formés sur les nouvelles dispositions que nous avons prises pour améliorer la prestation des différents prestataires. C'est pour que les acteurs impliqués soient bien imprégnés des différentes améliorations, des différents changements que nous avons apportés pour les prestations que nous sommes ici. L'amélioration de la productivité de l'anacarde requiert un certain nombre de dispositions et nous ne pouvons y parvenir sans satisfaire ces dispositions, en l'occurrence le renforcement des capacités des agents en charge du conseil agricole pour diffuser les bonnes pratiques de production de l'anacarde sur le terrain. Nous devons passer de 467 kg à l'hectare à plus de 500 kg à l'hectare. Nous devons passer de l'extension des superficies à l'intensification des pratiques. Cette formation de 3 jours inclut l'appropriation des bonnes pratiques pour la croissance des anacardiers pour de meilleurs rendements à travers, entre autres mécanismes, la fertilisation des sols et la mise en place d'hydro-rétenteurs au niveau des plantations. Nelson Mandela, un élément éminent
homme politique de l'Afrique du Sud, qui a souligné le poids de l'éducation dans le processus social à travers sa célèbre citation. Je cite, « L'éducation est la plus puissante arme que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Eh bien, l'éducation, la plus puissante arme, on s'intéresse à l'alphabétisation constituant une porte d'entrée vers l'éducation. Quelle en est l'utilité pour les adultes au Bénin? Les formations ou programmes déroulés sur le terrain sont-ils vraiment efficaces? Élément de réponse dans ce reportage de Ronald Robinson et Giscard Akpouvi. Depuis le travail des missions religieuses aux diverses offres éducatives en la matière, l'alphabétisation pour les adultes au Bénin reste essentiellement fonctionnelle. Au Bénin, la politique de l'alphabétisation actuellement, ce n'est plus alpha de masse, c'est l'alphabétisation fonctionnelle. Ça veut dire les cibles, c'est les artisans et les groupes sociaux professionnels. Par exemple, il y a d'autres qui fabriquent les beurres de karité, d'autres les fromages de soja, ainsi de suite. On leur apprend la gestion. D'abord à lire et à écrire en leur langue et à faire la comptabilité en leur langue. Nous ne sommes pas intéressés seulement aux paysans, mais beaucoup plus aux personnes lettrées qui ont besoin d'être alphabétisées. Nous alphabétisons également en langue française. On appelle cela le français fonctionnel. C'est pour les aider à subvenir aux besoins, surtout en comptabilité ou en échange avec les clients. Grâce aux compétences développées dans ces programmes, l'alphabétisation devient un outil de changement positif, surtout sur les plans politiques et socio-économiques. L'alphabétisation permet de développer la cohésion sociale, de savoir vivre ensemble. Sur le plan politique, l'alphabétisation nous permet de prendre des initiatives et de mieux organiser notre société. L'alphabétisation sur le plan économique permet d'améliorer ses revenus et de les accroître. En intégrant aux offres éducatives pour adultes certaines notions telles que l'environnement et la culture, les alphabétiseurs participent à l'éveil de leur conscience. Les gens ont compris aujourd'hui que lorsque l'enfant naît, il faut toujours son nom authentique de sa famille pour qu'on puisse savoir déjà par son nom et qui il est, il vient de quelle zone du Bénin, de quel département du Bénin. Aujourd'hui, je suis facilitatrice, je peux lire, écrire, compter et traduire la langue française à mes parents. Avec ces cours d'alphabétisation, j'ai constaté maintenant qu'il y a des lettres en bariba, des choses en bariba que nous ne connaissons pas. Avec les amis maintenant, quand on cause, j'essaie de leur apporter certaines choses qu'eux ils ne connaissaient pas. Pour rendre plus attractifs les programmes d'alphabétisation, les acteurs appellent à des réformes et au renforcement des moyens d'accompagnement. Lorsque les périodes des travaux champêtres arrivent, tout de suite, les salles des cours d'alphabétisation sont désertées. Les programmes sont efficaces, mais il faut aussi revoir un peu ces programmes. Il faut qu'on amène des travaux pratiques concernant leur métier. Ils vont améliorer leurs prestations et ils vont compétir sur le marché international. On demande aux mairies de traduire les PV des sessions en langue et même les documents, les arrêtés qu'on sort de traduire cela en langue et mettre ça au niveau des bibliothèques pour que les néo-alphabétisés puissent lire cela. Une fois qu'ils sont informés des textes de l'État, ils vont honorer leurs droits et leurs engagements. Même l'acte de naissance, nos actes de naissance peut être bilingue. Ça peut être de langue officielle à langue locale. Savoir lire et écrire aide les individus et leurs communautés à mieux comprendre et à participer au monde qui les entoure. Un autre sujet à présent dans ce journal. Le séjour des populations dans la zone Série est terminé. Au lendemain de la 15e session du comité de suivi du parc national de la Pendjari, le dossier Série est remis sur la table. Toutes les parties prenantes ont procédé au lancement d'une nouvelle campagne de libération volontaire de cette forêt communautaire. Mais cette fois-ci, la libération est sans délai pour faciliter le travail à African Park Network. Jean-Claude James et Yves Akorupesi. Le moratoire de janvier 2023
et celui du premier trimestre de 2025 pour la libération volontaire de la zone Série contiguë au parc national de la Pendjari sont restés lettres mortes. Le site, qui fait partie du contrat de délégation de gestion signé avec African Parks, est toujours occupé, mais doit être obligatoirement libéré. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui donc, c'est pour que nous puissions nous parler un langage de vérité et pouvoir prendre des engagements fermes avant que nous ne passions à une phase de libération forcée. De 1250 km² en 1996, la superficie de cette forêt communautaire est passée à 553,8 km² en 2019, soit une régression de 54% en 23 ans. Ces empiètements et plusieurs autres réalités plombent son processus de classement. La zone Série fait face à des défis critiques qui nécessitent notre action collective immédiate. Défis écologiques, la perte continue de la biodiversité, défis sécuritaires, les incidents de 2024, la tentative d'attaque aux explosifs du 16 mai et autres. Défis économiques, la déforestation compromettant nos bénéfices de projets carbone. Je voudrais donc vous inviter, mesdames et messieurs, à accompagner la démarche engagée en encourageant la libération volontaire des zones occupées. C'est une action noble, porteuse d'espoir, qui permettra de renforcer la gestion durable des ressources naturelles, de réduire les conflits liés à la transhumance et à l'exploitation illégale et d'assurer un développement harmonieux pour tous. La balle est désormais dans le camp des populations des 4 communes, Tanguieta, Kéro, Kouandé et Banikwara, qui ont en partage la zone Série. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander à nos populations de libérer de façon volontaire la zone occupée. Le premier intérêt, c'est pour sauvegarder ce patrimoine qui est un bien commun à nous tous. Le deuxième intérêt que cela porte, c'est la question sécuritaire. Aujourd'hui, libérer cet espace va permettre à nos forces de sécurité et de défense d'assurer convenablement la sécurité des populations riveraines. Qui est plus fort que la loi? Cette année, nous ne voulons pas voir quelqu'un là. Tout cela, que ce soit éleveur, que ce soit agriculteur, il n'a qu'à libérer la zone de Série pour que nous vivions vraiment en paix. À terme, cette libération va permettre à African Parks d'exercer pleinement sa fonction de gestionnaire délégué de la zone. L'utilisation du portail des services publics n'a plus de secret pour plusieurs femmes des coopératives du Sud Bénin. Durant 2 jours, elles se sont familiarisées avec plusieurs outils digitaux dans le but de leur faciliter les démarches administratives, mais surtout donner un coup de pouce à leurs activités génératrices de revenus. Cette formation sur le digital qui se focalise sur le genre est initiée par l'Agence belge de la coopération internationale GIZ et le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin. Évariste Zoumaron, Samirat Chabimani. Avec la dématérialisation des services publics au Bénin, l'Agence belge de coopération internationale, GIZ, et le ministère du numérique et de la digitalisation à travers le Centre de transformation digitale du Bénin forment les femmes des coopératives vivant dans les régions rurales du Sud Bénin sur l'utilisation des outils digitaux. Comment faire des actes de naissance sécurisés en ligne, des CIP en ligne, comment créer notre compte Gmail, comment nous pouvons aussi utiliser les WhatsApp Business pour publier nos articles. Et ça va aussi nous aider dans nos coopératives à la base. Et en plus de ça, aujourd'hui, même en étant à l'externe, déjà on peut voir nos produits, ce qui nous fait du bien à nous les femmes et nous pourrons avoir un peu de sous pour notre autonomisation. On remercie beaucoup la GIZ pour cette initiative. L'initiative s'intègre dans le projet Bénin Innovation de la GIZ dans son volet transformation du numérique au Bénin. Elle fait une place importante au genre. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, les femmes ont généralement besoin aujourd'hui de vendre leurs produits en ligne.
Et donc, c'est la raison justement pour laquelle nous renforçons leur capacité à utiliser des outils leur permettant d'être accessibles en ligne et présenter leurs produits à différents clients vivant soit autour d'elles, dans leur entourage, mais vivant aussi dans des régions beaucoup plus reculées. Elles ont été très engagées à comprendre, à utiliser au fur et à mesure tous ces outils qui leur ont été présentés. Au cours de ces formations aussi, les femmes ont tout de suite testé l'utilisation ou la création elles-mêmes de leur IFU, de leur NPI et tout ça, et justement la possibilité pour elles d'avoir leur CIP en ligne a été un véritable atout. Ces femmes repartent pour être des relais de cette formation sur l'utilisation des outils digitaux au sein de leur communauté afin que toutes les autres femmes puissent facilement avoir accès aux services publics en ligne. Parlons à présent du bonheur, ce sentiment de bien-être qui commence d'abord par l'acceptation de soi, diront les philosophes. Comment la matérialisez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Eh bien, Arnaud Adadja s'est intéressé à la question pour vous. Ces étudiantes et étudiants coulent des instants paisibles au pied de l'Amazone. Est-ce le bonheur? Pour ce sujet à l'aspect pensif ou pour ce malade mental qui déambule dans les rues de Cotonou, pourra-t-on dire de ceux-ci qu'ils ne vivent pas le bonheur? C'est quoi le bonheur? De tout temps, on a toujours pensé que le bonheur, ça se réduit à une absence totale de problèmes. Et aussi, on a toujours pensé que le bonheur, c'est une accumulation de richesses. Le bonheur, c'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve un individu. Un état durable et stable, selon Aristote, philosophe antique. Pour lui, il suffit d'éviter les extrêmes et de bien se conduire pour atteindre le bonheur. Au XXIe siècle, pour l'homme Chanel, on a l'impression que c'est quand on s'achète de belles voitures, on a construit de très belles maisons, qu'on a déjà atteint le bonheur. Or, c'est une notion qui est vraiment complexe. D'autres diront simplement qu'il est difficile de définir le bonheur. Que pensent les Béninois du sujet? Le bonheur varie d'un individu à un autre. Tu peux avoir le bonheur en voyant tes enfants, par exemple. Tu peux avoir le bonheur en voyant ton champ. Donc le bonheur, d'abord, c'est la santé. Tu as la santé, tu peux aller travailler et trouver de l'argent. Tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux voir heureux, tu les vois autour de toi. Je pense que tu as le bonheur. Le travail va de pair avec le bonheur. Est-ce qu'un voleur est heureux même s'il a eu le butin qu'il a eu? Parce qu'il a toujours dans sa conscience. Est-ce qu'on ne m'a pas vu? Le bonheur se trouve en soi-même. Avoir la paix du cœur et vivre comme si c'était le dernier jour de sa vie, en faisant ce qui est juste. Il est vrai qu'il existe aujourd'hui, en sciences économiques, des indices de bonheur. Par exemple, le rapport sur le bonheur dans le monde, en 2024, classe le Bénin 8e dans la sous-région sur 147 pays évalués. Ajoutez à tout ceci, bien se conduire et être équilibré dans la tête pour s'estimer heureux. Et c'est ici que se referme le bulletin d'information pour le compte de ce jour. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur la télévision nationale Bénin TV. Merci également à vous aussi, et Fifamé Salomé à Tadedi. On se retrouve demain. Demain avec le même plaisir. À demain, vous passez une excellente journée du lundi et bonne semaine de travail à vous. Merci, pareil à vous. Bonjour, le Bénin va se poursuivre. Tout à l'heure, on aura droit à instant politique avec un invité trié sur le volet. Mais avant, une pause, le temps de l'installer. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Ce lundi, nous nous intéressons à comment le parti Union Progressiste, le renouveau, plus grand parti du Bénin, prépare les élections à venir. Ces dernières semaines, des rumeurs évoquent des dissensions entre l'ex-PRD et le parti. Qu'en est-il réellement? Pourquoi ce branle-bas? C'est ce dont nous parlons avec Gérard Gwenochi. Il est le secrétaire général du parti, également député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman et bonjour à tous les téléspectateurs de la
La STRBR, c'est ça, hein? La SRTB. SRTB. Et voilà. Surtout Bénin TV, donc Bénin ex-ORTB, chaîne de télévision publique. Allez, Gérard Benonchi, dites-nous comment est-ce que votre parti est en train de s'activer pour les prochaines élections. On est à quelques mois seulement du dépôt des dossiers de candidature. On a l'impression que c'est le statu quo, que rien ne bouge, que tout est au point mort, on a envie de dire. Merci beaucoup, Herman. Vous savez, en politique, parfois, l'inaction est plus bruyante que l'action silencieuse. Mais à l'Union progressiste, le renouveau, pendant que d'autres spéculent, nous travaillons. Et je puis vous dire qu'à quelques mois des élections de 2026, notre engagement est clair. C'est de renforcer l'unité nationale, être beaucoup plus à l'écoute du peuple et construire un avenir politique solide avec l'ensemble des forces vives et de toutes les compétences en quantité et en qualité dont regorge l'Union progressiste, le renouveau. Donc nous sommes résolument tournés vers le terrain, en train de mettre en œuvre notre plan d'action. Notre plan d'action, certains disent que nous sommes, il y a le calme, c'est ce que vous dites, mais je puis vous dire que si vous observez le terrain, il n'y a pas un parti politique qui soit plus en activité, plus en action que l'Union progressiste, le renouveau. Ce déroulement de ce PTA nous amène régulièrement sur le terrain. Nous avons fini d'installer donc l'ensemble des structures du parti, les 5300 cellules de village, ça veut dire que nous avons occupé tous les villages du Bénin. Les 600 arrondissements politiques ont à leur tête une structure et les 119 communes politiques. Aujourd'hui, si vous mettez tout ça ensemble, tous ceux qui se sont inscrits dans nos cellules tournent autour de 1 200 000 et nous nous vertuons à les former, à leur inculquer les valeurs du parti, le militantisme, la discipline et puis l'engagement au service du parti pour être sûr qu'au moment venu, ils répondront à l'appel. Et aussi, l'ensemble de tous ceux qui sont inscrits dans nos cellules dont je vous parle, vous savez qu'aux élections de 2023, l'Union progressiste, le renouveau, sur les 2 500 000 de suffrages exprimés au total, avec 930 000 voix. C'est avec ça que nous sommes ici à 37,7, autour de 38% sur l'ensemble, où nous sommes devenus majoritaires. Vous avez dit tout à l'heure, le plus grand parti politique du Bénin. C'est au vu donc des résultats engrangés. Mais nous ne nous autosatisfaisons pas de cela. Et nous continuons de travailler pour qu'aux élections prochaines, nous puissions donc creuser davantage le plafond. Et nous sommes sur le terrain parce que nous savons que la bataille, ce sera la bataille du terrain. Ce ne sera pas la bataille des réseaux sociaux. Ce sera la bataille. On va gagner sur le terrain, quadriller le terrain, maîtriser la base, être à l'écoute des populations qui nous regardent comme les seuls à même de leur apporter une offre politique qui résolve leurs problèmes. Mais alors, le Béninois veut avoir des noms, des visages. Il veut connaître celui ou ceux-là qui aspirent à la gestion de la chose publique et faire, on va dire, presque silence radio sur cet aspect-là. Est-ce que ce n'est pas un peu gauche? Non, pour moi, je ne pense pas que ce soit gauche. Effectivement, ils ont le droit. Ils ont le droit de vouloir cela. Mais une chose est que ce qu'ils veulent, une autre chose, c'est la dynamique des partis politiques. Et quand on le dit souvent, quand je me projette dans le rétroviseur de notre vie politique, je me dis, la plupart des partis structurés révèlent les noms de leurs candidats le plus tard possible, même dans notre histoire politique passée. C'est seulement ceux qui n'ont pas de parti politique, les loups solitaires, qui se déclarent plus tôt pour commencer à se promener sur le terrain pour se faire connaître. Mais un parti politique n'a pas besoin de faire ça. Un parti politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'occuper le terrain, de cadrer le terrain, de mettre ses militants en ordre de bataille et au moment venu. Et quand il va révéler le nom est le moins important. Ce qui est le plus important, c'est l'offre politique du parti. Vous pensez que le nom est le moins important? Et oui, je pense parce qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, les individus compteront moins. Mais
les organisations politiques compteront davantage. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux tournés vers les organisations, vers les partis politiques, comment les partis sont structurés, comment les partis travaillent sur le terrain, est-ce que les partis sont sérieux, qu'est-ce que les partis font sur le terrain. Au moment venu, quel que soit le nom qu'on va révéler, qu'on puisse gagner. Et c'est l'idéologie du parti qu'on vend. On ne vendra plus l'idéologie d'un individu, on n'aura plus le programme d'un individu, mais on va mettre en œuvre le programme du parti. Donc le parti compte plus que l'individu aujourd'hui. Très bien, mais dans le même temps également, l'électeur, il a besoin de connaître celui qui aspire à le diriger. Qui est-il? Quel est son passé? Qu'a-t-il fait dans la République? Quels sont ses projets pour la République? L'électeur, il a besoin de savoir. Ils auront le temps de le faire parce que ce nom sera révélé et ils auront le temps de l'apprécier. Et de ça, ils vont le connaître, ce sera un Béninois. Est-ce qu'en théorie, on devrait pouvoir faire un mythe autour d'un nom? Ce n'est pas un mythe. Mais pourquoi vous voulez plus pressé que les partis politiques? Gardez votre calme le moment venu. Ce n'est pas moi, je ne fais que porter l'avis des Béninois. Non, je le dis à tous les Béninois, gardez votre calme. Le parti travaille à s'enraciner. Le parti travaille à offrir aux Béninois tout ce qu'il faut pour que leur solution, la solution à leurs problèmes puisse être de mise au moment venu, en ce qui concerne le nom de qui sera le candidat du parti. Et ça, le nom sera révélé et ils auront le temps, même si c'est 2 mois, 3 mois, pour l'apprécier. Ils le connaîtront, ce ne serait pas un étranger. Oui, mais alors pendant que le silence s'installe autour du nom, c'est que les supputations vont bon train. Il y a beaucoup de cadres de votre parti politique qui sont régulièrement cités, leurs noms reviennent bien souvent. Est-ce que, quelque part, ça ne risque pas de sectionner la dynamique de groupe? En rien, puisque c'est normal. Pour autant qu'on ne va pas révéler un nom, des gens continueront de spéculer, de réfléchir, de penser à qui ce sera. Mais l'essentiel est qu'au moment venu, le parti dira « voici celui que nous portons » et toute l'équipe se mettra en ordre de bataille pour que nous portions celui-là à la conquête de la magistrature suprême. Mais alors, comment est-ce que cela va se passer? Y aura-t-il des primaires? Vous allez demander aux personnes qui veulent au présidentiable de se manifester pour qu'il y ait des primaires, pour que les militants choisissent déjà, d'accord, au sein d'eux-mêmes, les militants de votre parti, bien sûr, avant de soumettre cette personne-là, donc face caméra, devant le peuple béninois. Bon, disons qu'à l'Union progressiste, le renouveau, le consensus est notre ADN. Nous fonctionnons sur la base du consensus. Et quand il n'y aura pas de consensus, je dis que les textes du parti, les statuts du parti prévoient des alternatives pour qu'on puisse donc aller à des solutions apaisées. Dans tous les cas, nous ne le faisons rien seul parce que nous sommes aussi en partenariat politique. Tout cela sera discuté dans un ensemble plus large pour que nous allions dans un consensus total proposer aux Béninois la meilleure offre. Donc tout sauf les primaires, c'est cela? Les primaires ne sont pas de mise au niveau de notre parti, parce que ce n'est pas prévu. Bon, nous savons que les tests, les statuts que nous appliquons actuellement nous mettent dans une phase de transition. On n'applique pas encore totalement tout ce qui est prévu dans les statuts. Dans la phase transitoire, il est dit que c'est le consensus pour pouvoir préserver l'unité du parti, la solidité, la stabilité du parti et permettre au parti de traverser la zone de turbulence. Quand le parti sera donc en zone de stabilité, on pourra commencer donc à appliquer entièrement tout ce qui est prévu. Peut-être, pourquoi pas, les primaires pourront venir après. Très bien. Alors, depuis quelques semaines, il y a une polémique qui est née au sein de votre parti politique autour de votre mariage, si on peut le dire ainsi, entre l'ex-PRD de Maître Adrien Rouedi et l'ex-Union progressiste, ce qui a donné naissance donc à l'Union progressiste, le renouveau. Selon une certaine opinion, le processus ne serait pas allé à son terme. Est-ce que c'est la réalité? Merci, oui. Nous aussi, nous entendons cela sur les réseaux sociaux, partout. Ça s'anime. Et c'est ce qui se dit, je pense concrètement, est-ce que vous croyez cela? Nous sommes un grand parti politique, un parti sérieux. Aurions-nous pu faire cela? Ne pas conduire un processus dans les règles de l'art, un processus pareil? Non, je pense que le processus de la fusion de l'ex-PRD et de l'ex-Union progressiste a été conduit dans les règles de l'art.
et a conduit donc à consacrer un acte de fusion qui est un acte de mariage qui, de facto, a entraîné la mort, la dissolution de l'ex-PRD et la dissolution de l'ex-UP, et l'acte de fusion déposé au ministère de l'Intérieur a été enregistré. Et le ministère de l'Intérieur nous l'a notifié, après nous avoir aussi notifié la dissolution des 2 anciens partis politiques. Et oui, le récépissé définitif, nous l'avons eu. Donc c'est pour vous dire que le processus a été conduit dans les règles de l'art. Et je ne vous apprends rien en ce qui concerne la fusion pour dire que il y a plusieurs voies par lesquelles les partis disparaissent. Nous n'avons pas voulu opiner donc sur ce sujet pendant longtemps parce que nous pensons que le moment viendra, mais on ne va pas continuer à faire la politique de l'autruche. Plusieurs voies de disparition des partis politiques, et ça peut être une voie volontaire où les statuts prévoient que les instances sont convoquées et on proclame officiellement la dissolution du parti. Il y a aussi la voie administrative où, si le parti dévie donc, des voies tracées, fait l'apologie du terrorisme, par exemple, le ministère de l'Intérieur peut prononcer sa dissolution. Il y a la dissolution judiciaire. Mais ici, il y a aussi des actes qui peuvent intervenir dans la vie d'un parti qui entraîne sa dissolution. C'est par exemple la fusion. Et la fusion, c'est un mariage. Lorsque vous vous mariez, Eman est marié, j'espère. Est-ce que si vous êtes marié, est-ce que vous gardez votre ancien statut de célibataire? Non. Et votre femme aussi perd son statut de célibataire. Donc, dès lors que vous vous mariez, vous perdez vos anciens statuts et c'est le nouveau statut qui est évoqué. Donc, la fusion a été opérée dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Union progressiste, le renouveau, l'ex-PRD n'existe plus, l'ex-UP n'existe plus, c'est clair. Les anciens militants de ces 2 entités sont ensemble aujourd'hui dans l'Union progressiste, le renouveau, dans nos structures, dans nos cellules, nos sous-sections, et travaillent en symbiose pour les idéaux du parti. Donc, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, bon, nous laisserons les réseaux sociaux donc dire ce qu'ils doivent dire. Très bien. Mais alors, est-ce qu'il y a effectivement une tentative de dissension de l'ex-PRD, de la grande entité que vous formez aujourd'hui, qui est l'Union progressiste, le renouveau? L'ex-PRD n'existe plus. Et comment est-ce que cet ex-PRD... Son leader, maître Adrien Humbedji, a notamment fait plusieurs sorties médiatiques ces dernières semaines, critiqué vertement donc, la gouvernance du président Patrice Talon. Il a mis le doigt sur un certain nombre d'aspects. Et il a annoncé que voilà, l'ex-PRD pourrait retrouver... Oui, si c'est ça que vous parlez, je comprends. Nous n'avons reçu aucune demande formelle dans ce sens. Si nous recevons cette demande, nous sommes prêts à répondre devant toutes les instances, mais ce que je puis vous confirmer encore, c'est que lorsqu'il y a fusion, le patrimoine des anciens partis, les patrimoines sont transférés au nom donc, du nouveau parti. Donc les logos, les noms, les slogans, tout ça, tout ce qui appartient aux anciens partis ne sont plus, sont dans le domaine public et soit appartiennent au nouveau parti, et les anciens partis ne peuvent plus les revendiquer. Donc, c'est ce que je puis vous dire. Certaines personnes évoquent ce qu'on pourrait qualifier de jurisprudence Renaissance nationale ex-UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio, qui, entre-temps, avait connu une fusion avec l'autre grand parti de la majorité, le Bloc républicain. Mais finalement, c'est retiré. Donc, on estime que si l'UDBN a pu le faire, c'est que le PRD aussi peut se prévaloir de cette jurisprudence pour opérer la même action. Ah, peut-être, effectivement, il y avait eu un cas comme ça, mais on ne peut pas les comparer parce que vous ne savez pas ce qui s'était passé là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais l'UDBN, c'était une entité. L'UP Le Renouveau, c'est une autre entité. Les réalités ne sont pas les mêmes, mais comme vous l'évoquez, je suis obligé d'en parler. Je dis peut-être que cela nous a inspiré. Peut-être que ce qui s'était passé
avec l'ex-UDBN nous a inspirés. C'est pour ça que nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il n'en soit plus jamais ainsi. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que l'UP, le renouveau, aujourd'hui, ce n'est pas qu'avec l'ex-PRD. Nous avons eu le DUD de Valentin Anditi-Houdé, nous avons le PER de Nathanaël Coty, nous avons eu LNA de Théophile Yarou, nous avons le Bénin en marche de Adamano Kwenou, le parti de Irénée Agossa. Tous ces partis sont allés en congrès, comme je l'ai dit, pour prononcer leur dissolution et demander à leurs militants d'adhérer individuellement à l'Union progressiste, le renouveau, ce qui n'est pas le même cas avec l'ex-PRD, où nous sommes allés en fusion, les deux corps vivants. Parce que si eux, ils avaient fait le congrès de dissolution, ça veut dire que le parti serait mort et ne pourrait plus venir en fusion. Pour faire la fusion, il faut bien être vivant. Les deux corps sont vivants, les deux êtres sont vivants avant de contracter mariage. Et quand ils contractent mariage, les deux anciens corps disparaissent au profit donc du nouveau corps, de la nouvelle entité qui se substitue aux deux. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'UP Le Renouveau n'est pas un assemblage de blocs. Nous sommes une maison commune et où tout le monde, tous les anciens militants des anciens partis travaillent en bonne enfance. Y a-t-il des frictions entre Maître Adrien Humbedji et l'Union progressiste Le Renouveau, bien qu'il est membre du parti? Bon, quand vous parlez de frissons, les frissons, je pense qu'en principe, c'est inhérent à la vie des institutions et des humains. Quand vous êtes des humains, vous êtes vivants, s'il n'y a pas de frissons, vous ne pouvez pas évoluer. Mais quand les frissons arrivent, c'est la manière dont vous les résolvez, c'est les difficultés qui sont inhérentes à la vie des institutions. Si vous les réglez de la bonne manière, ça veut dire que c'est un test de maturité pour vous. Si vous les réglez mal, cela peut vous affaiblir pour le fonctionnement pour la suite. Mais je vous rassure qu'au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, nous sommes un parti solide qui continue de fonctionner. Normalement, toutes les structures, les instances continuent de former, nos cellules travaillent et actuellement, nous sommes sur le terrain en train de former nos militants dans les 5300 cellules de base, telles que je vous l'ai dit, pour occuper le terrain. Friction, ça peut exister, mais nous, ça ne nous affecte pas. On a vu le président du parti, Maître Joseph Fifamé Diogbenou, se porter vers Maître Adrien Humbedji. Était-ce pour aplanir un malaise? Non, je ne pense pas, puisque, oui, effectivement, le président du parti, Joseph Fifamé Diogbenou, a été vu au domicile donc, du président Adrien Humbedji, sur demande de ce dernier. Il a répondu à l'appel de son aîné, qui a voulu le voir. Quoi de plus normal dans une république où nous, à l'Union progressiste, le renouveau, le dialogue est notre mode de fonctionnement, qu'un président actuel, un leader actuel, aille rendre visite à un ancien leader qui de plus est son aîné. Quoi de plus normal dans la République? Ils ont discuté des sujets d'actualité. Nous n'avons pas eu le contenu, mais nous savons qu'il n'y a rien donc, de mauvais qui se soit dit. C'est une visite de courtoisie entre deux leaders, un actuel et un ancien. Et c'est bon pour la République. Et comment le parti Union progressiste, le Renouveau, appréhende les sorties ou les dernières sorties médiatiques de Maître Adrien Humbedji qui, on peut le dire, a un peu craché dans la soupe? Bon, nous n'avons pas, au niveau donc, de la haute direction politique du parti, voulu opiner sur ces prises de position individuelles, vu le parcours de l'intéressé, vu son âge. Nous n'avons pas respect pour lui, nous n'avons pas voulu donc opiner. Donc, il est libre de ses opinions. Le parti n'a pas voulu opiner sur ses sorties. Est-ce que ça vous choque? Si nous disons non, c'est que nous ne serions pas sincères avec nous. Je pense que ça nous choque. Le président du parti a eu l'occasion de le lui dire, pour dire avec son parcours, ce qu'il a été dans ce pays, il doit quand même avoir un peu de la retenue. Mais je pense qu'il est libre donc, de sa parole. On l'a vu aux côtés de l'ancien président Boni Ayi. Certains évoquent même un rapprochement de plus en plus accru entre les deux hommes. Vous en avez discuté au sein de la haute direction politique? Pas du tout. Il est libre de ses paroles, il est libre de ses mouvements. C'est un adulte. Il n'est pas sous tutelle, sous curatelle. Je pense que nous n'avons pas à lui donner de leçons. Il est libre de fréquenter qui il veut. Et le parti
ça ne concerne pas le parti, c'est des déplacements privés, personnels. Est-ce que ça ne casse pas la dynamique de groupe? Pas du tout. Je dis qu'il est un homme libre. Chaque Béninois est libre. Herman est libre de me rendre visite. Je suis libre de rendre visite à Herman, même si nous sommes des adversaires politiques, encore plus que nous sommes du même parti. Je pense que ça ne nous gêne en rien. Mais dans un contexte où on prépare activement les élections à venir, on sait que c'est un tournant décisif. Votre parti a besoin de toutes ses forces pour gagner la bataille et voir donc, on va dire, un des vôtres qui constitue potentiellement, on va dire, un baron politique en train limite de vous lâcher. Est-ce que ça ne... Allez, on va le dire. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Je vous ai dit que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une demande officielle ou formelle du président Mbedi demandant à ne plus être militant. Il peut le faire. Et parfois, les actes parlent plus fort que les mots. En tant que militant du parti, sinon, la confidence que je puis vous faire, c'est que quand le président Jock Benoît allait le voir, il lui a dit « Je ne suis pas venu à l'Union progressiste, le renouveau, pour en sortir. Mais s'il y a des difficultés, il faut qu'on en parle. » Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a rien de grave. Et puis, il n'a pas exprimé son désir de quitter le parti. Il est dans le parti. Les anciens militants de les militants de l'SPRD sont aujourd'hui dans le parti, travaillent. Et puis, on ne peut pas incriminer donc, les Béninois de se visiter entre eux, encore qu'ils sont des leaders d'un niveau donné. C'est même bon pour la République. On voit que M. Mbedi visite Yaïboni, visite Soglo. C'est bien que Soglo visite le président Talon, visite. C'est une bonne chose dans la République. On ne doit pas voir cela d'un mauvais œil. Mais parfois, est-ce que les actes ne parlent pas plus fort que les mots? Que disent les actes? Et je vous ai dit qu'on n'a pas reçu de demande formelle de lâcher le parti. Donc, ça veut dire que ça ne nous gêne pas, pour le moment. On peut dire que tout va bien entre... Pour nous, je vous ai dit que l'Union progressiste est plus que jamais solide, ancrée sur le terrain, en train de travailler focus sur le terrain. Pendant que les gens spéculent, nous sommes sur le terrain, en train de quadriller le terrain. Et parce que nous savons que la bataille, c'est une bataille du terrain, et nous allons la gagner, cette bataille. Je vous rassure encore. Quelle est votre stratégie? Notre stratégie, la stratégie, c'est l'occupation du terrain. Et il n'y a pas plus que ça. La méthode, c'est l'occupation du terrain. C'est d'être à l'écoute du peuple, des populations, être davantage plus proche des populations, parce que c'est elles qui décident en dernier ressort. Et nous ne voulons pas donc être loin de ces populations-là. C'est pour ça que nous sommes en permanence sur le terrain, en train donc de quadriller le terrain, de discuter avec les populations, de recueillir leurs préoccupations, de proposer donc des solutions, de discuter avec le gouvernement pour que les besoins des populations soient donc assouvis, en attendant que, bien sûr, nous-mêmes, partis politiques, nous conquérions le pouvoir d'État après pour l'exercice. Il y a un patron de la majorité présidentielle, c'est le président Talon. Qu'est-ce qu'il vous a dit, vous a donné comme mot d'autre? Non, il est le patron de la majorité présidentielle. Je pense qu'il ne pourrait pas être en train de voir de bon œil que des éléments de la majorité se comportent mal, mais nous n'en avons pas discuté avec lui. Le sujet n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Et je vous ai dit Est-ce que vous comptez en parler? Vous comptez crever l'abcès? Non, nous pensons que nous, ce n'est pas un sujet qui nous dérange trop. Je pense que les gens spéculent trop là-dessus, mais nous, ça ne nous dérange pas trop. D'accord. Nous sommes sereins, très sereins même. D'accord. Oui. Et pour les élections à venir, est-ce que le parti Union progressiste, le Renouveau, aura son candidat ou ce sera de commun accord avec les autres partis de la majorité présidentielle pour dégager un candidat unique? Vous le saurez au moment venu. Rien n'est convenu pour le moment, mais rien n'est exclu. Tout ce que vous dites, tout est possible. Ça peut être seul, ça peut être ensemble avec les autres éléments de la majorité présidentielle, parce que nous sommes ensemble, rien n'est exclu. Au moment venu, nous ferons le meilleur choix, ce qui permettra que la mouvance gagne. Nous le ferons pour l'intérêt supérieur donc, de la nation, pour l'intérêt supérieur de la mouvance. Nous n'allons pas être égoïstes pour dire que nous seuls, nous le pouvons, malgré que, avec la rigueur de la loi qui impose d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Nous voyons que c'est un défi et nous travaillons d'arrache-pied pour occuper le terrain, pour être sûr qu'aux prochaines élections, nous remplirons ce critère
Mais malgré cela, nous ne nous autosatisfaisons pas. Nous tendons la main. Nous sommes ouverts, nous sommes dans une majorité plurielle. Nous sommes prêts donc à coopérer si tant est le vœu donc de nos partenaires. Et puis il y a les adversaires en face qui continuent d'évoquer la question du code électoral qui, selon eux, est un réel goulot d'étranglement à la compétition. Ils appellent de leur vœu à une révision du code électoral. Est-ce que c'est la position du Parti Union Progressiste Le Renouveau également, à retoucher le code électoral? Vous avez vu, quand nous avions reçu le cadre de concertation de l'opposition, la position du parti avait été exprimée par la bouche du président du parti, c'est que le code ne nous pose pas problème. C'est nous qui l'avons voté. Nous l'avons voté en connaissance de cause, pas les yeux bandés. Nous avons participé aux discussions sur ce code et vu le niveau auquel nous voulons porter notre pays en ce qui concerne la réforme du système partisan pour l'idéal que nous voulons pour notre pays, pour l'objectif visé, l'esprit de cette loi est qu'il faut renforcer donc les partis politiques pour avoir les partis politiques d'envergure nationale, à ancrage national, pour mettre fin à l'émiettement trop poussé de la classe politique qui n'a pas été favorable à la consolidation de l'unité nationale. Mais il faut dire que malgré cela, nous n'avons pas supprimé le multipartisme intégral, ce n'est pas supprimé. Donc, mais des règles ont été fixées, posées pour forcer les gens au regroupement. Pour que les gens se regroupent et restent regroupés, les 20% ont été imposés et nous travaillons pour nous y conformer. Mais le code est querellé actuellement. Et depuis toujours. Mais juste pour cela, pour cette disposition, les 20%, et c'est cela que je suis en train d'expliquer pour dire, il faut connaître l'esprit. Si on connaît l'esprit, on ne va pas demander donc de réviser ce taux à la baisse. Et à l'occasion donc d'une rencontre que le chef de l'État a eu récemment lors d'un séminaire tripartite que nous avons eu vendredi dernier au Palais avec le Conseil économique social, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Le chef de l'État l'a dit clairement. Il a dit, si nous baissons ce taux de 20% aujourd'hui exigé dans les circonscriptions, le Parti Les Démocrates va se diviser en 4. Si nous baissons ce taux, l'Union progressiste de nouveau va s'éclater. Si nous baissons ce taux, le bloc républicain va s'éclater. Parce que certains iront se regrouper pour dire, si c'est à 10%, nous seuls nous pouvons 10%, ils vont faire leur chemin ensemble. Ça va s'éclater et la réforme du système partisan aura échoué. Mais nous ne voulons pas de l'échec de cette réforme. C'est pour ça que nous invitons ceux qui incriminent donc cette disposition dans le code à aller travailler sur le terrain. Nous pensons que c'est possible. Ils avaient eu un temps à incriminer l'ancien code, les dispositions de la charte des partis politiques, le code électoral. Mais malgré qu'on n'a pas... Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été aux élections de 2019. Mais on n'a rien touché de ces tests. Et quand ils ont accepté de se conformer, ils sont allés aux élections en 2023. Ils ont eu 28 députés. Ça veut dire que la chose n'est pas si impossible que cela. Et cette fois-ci, il ne faut pas qu'ils tombent dans les mêmes travers. Il faut aller occuper le terrain. Même nous-mêmes qui avions eu en 2023 20%, plus de 20% dans 22 circonscriptions électorales, l'Union progressiste Le Renouveau, il n'y avait que la 8e circonscription électorale et la 13e où nous n'avions pas 20%, nous étions autour de 18%. Mais nous continuons de travailler pour pouvoir avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Il faut qu'il en soit de même pour tous les partis politiques. Un code que nous venons de voter, une loi que nous venons de voter, sans l'avoir expérimenté, sans l'avoir appliquée, nous disons, nous allons la réviser. Moi, aujourd'hui, si on dit on va réviser cette loi, je ne sais pas ce qu'on va réviser parce que je ne l'ai pas expérimenté. Beaucoup querellent le taux, les 20%. Et je dis, ce taux-là est bon pour maintenir la stabilité des partis politiques pour permettre que nous ayons de grands ensembles. Si on diminue ce taux-là, on ira vers l'éclatement au niveau des partis politiques. Mais l'Église catholique n'est pas de cet avis. Alors là, l'Église catholique est-elle devenue politique? Elle émet en tout cas des avis. Alors, elle émet des avis, c'est libre. L'Église émet des avis, pas de problème. Mais les acteurs politiques sont sur le champ de terrain. Et ce qui est bon pour notre pays, c'est les acteurs politiques qui le disent. Et il est vrai qu'en tant que faiseur d'opinion, l'Église
doit dire ce qu'elle pense, mais au finish, c'est les acteurs politiques qui décident. Elle estime que ce taux de 20%, en tout cas le code électoral en l'état, ne permet pas d'avoir des élections apaisées et donc appelle ou souhaite donc, que les acteurs puissent se retrouver, se parler, éventuellement donc revoir ce code électoral-là. Non, je dis qu'il ne faut pas que les gens soient des pyromanes. Non, on ne peut pas d'avance commencer à dire... Serez-vous en train de dire que l'Église est pyromane? Non, moi je ne dis pas, je dis ceux qui vont emboucher cette trompette-là, ceux qui vont continuer de dire avec ce taux, on n'aura pas des élections apaisées. Alors, sur quelle base ils sont en train de le dire? On aura bien des élections apaisées si chaque parti politique va sur le terrain, fait tout pour se conformer à... Quand on vote une loi dans la République, quand la loi est votée, promulguée, le comportement, la position de tous les compatriotes doit être de allez vous conformer à la loi. On n'incite pas les gens à se rebeller contre la loi. En disant cela, c'est que comme si on incitait les gens à se rebeller contre la loi. Quand on vote une loi, tous les citoyens, dès lors qu'elle est promulguée, tous les citoyens, tous les acteurs de la société doivent inviter donc au respect scrupuleux de cette loi jusqu'à ce qu'ensemble, nous constations que cette loi a des couacs et ensemble, nous allons nous retrouver pour la corriger, pour la réviser. Mais on n'en est pas là encore parce que nous venons de la voter. Il faut que nous l'expérimentions d'abord. Moi, je suis convaincu que nous allons l'expérimenter. Les élections se passeront dans une ambiance très bonne et très catholique. Nous aurons une Assemblée nationale renouvelée, nous aurons les conseils communaux renouvelés et nous allons élire un nouveau président de la République en 2026. Mais vos adversaires politiques, notamment du Parti Les Démocrates, persistent et signent. Ce code, ce n'est pas bon. C'est leur droit de le dire, mais je les invite, c'est des amis. Nous sommes tous des amis. Et je leur dis, occupez le terrain. Mais je pense que c'est sur vos antennes ou devant vos micros, sur vos micros qui le disent, mais quand on est ensemble, ils disent on travaille. On travaille pour respecter donc ce critère de 20% là. Il n'y aura pas de problème. On va aux élections. Ils travaillent, mais ils souhaitent qu'on révise ce code. Pour moi, l'Union progressiste, le renouveau, nous ne sommes pas dans cette dynamique, sauf si demain, je ne refuse pas, on ne refuse pas le dialogue, nous sommes ouverts. Si demain, toute la classe politique s'entend pour dire nous allons le réviser, pourquoi pas? Mais pour le moment, l'Union progressiste, le renouveau n'est pas dans cette dynamique. Est-ce que l'Union progressiste, le renouveau serait prêt ou serait prête, l'Union ou serait prêt le parti à aller en accord de gouvernance? Mais pourquoi pas? Les tests l'ont prévu. Quand les tests prévoient quelque chose, il faut le faire. J'ai dit tout à l'heure que malgré que nous travaillons pour être sûr que nous allons avoir les 20% partout, nous ne nous autosatisfaisons pas. Nous tendons la main et forcément nous irons en accord de gouvernance. Nous ne pouvons pas être rassurés à 100%. Non. C'est une garantie supplémentaire qu'il faut mettre, une assurance supplémentaire, une réassurance même si vous êtes sûr. Et j'invite aussi tous les partis politiques qui veulent aller aux élections d'être dans cette dynamique-là, dans la logique que ce que les lois disent, l'accord de coalition parlementaire, accord de gouvernance, pourquoi pas? Même, je le dis encore, le chef de l'État l'a dit vendredi passé, que lui ne serait pas contre de voir que les démocrates signent un accord de coalition parlementaire avec le BRU, l'Union progressiste, le renouveau. Même un accord de gouvernance, il dit, mais pourquoi pas? Vous êtes opposé à quoi comme ça? Vous êtes 3 partis à l'Assemblée nationale. Si vous signez un accord de coalition parlementaire, vous revenez comme ça en l'État. C'est bon pour la République. Ça va vous permettre de voter. Très amical. Mais malgré cela, ils continueront d'afficher leur position, de défendre leurs opinions. L'accord de coalition parlementaire, c'est un véhicule qu'on prend en commun. C'est simplement un véhicule. J'accepte qu'on monte dans ce véhicule, mais quand on descend à la gare, chacun prend sa direction. C'est comme ça. Mais il ne faut pas être très orgueilleux pour passer à côté. Mais je pense que sur ce plan, il faut être très humble. Prendre un véhicule en commun avec les gens, même avec ceux avec qui on ne parle pas le même langage, je pense que ce n'est pas mauvais que ça. Le chef de l'État l'a dit. Même un accord de gouvernance pour que vous gouverniez ensemble, pourquoi pas? On est opposé dans la République. À quoi on est aussi tant opposé? Si on est ensemble, maintenant on votera des lois dans l'intérêt de la République. On gouvernera dans l'intérêt des citoyens de ce pays. Donc nous ne sommes pas opposés
aux accords de coalition parlementaire ou aux accords de gouvernance, je pense que forcément nous serons dans cette dynamique. L'opposition alerte, la majorité rassure. Pour vous, la météo politique est comment actuellement? Pour moi, la météo est au beau-fixe. Il n'y a pas de nuages, sauf ceux qui voient les nuages partout, qui voient le mal partout. Et aussi les pyromanes qui appellent de tous leurs voeux les nuages. Nous n'appelons pas les nuages. Nous prions pour que le ciel soit dégagé et que nous puissions donc aller vers ces élections dans la bonne ambiance, comme nous avons l'habitude de le faire, renouveler nos institutions, renouveler nos structures et puis continuer donc à travailler pour le bonheur de nos populations. Merci beaucoup à vous, Gérard. Bon, je vais dire mon mot de fin. Allez-y, mon mot de fin, c'est de répéter encore que l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas un assemblage de blocs. Nous sommes une maison commune où les idées se confrontent, mais où l'intérêt collectif prévaut toujours. Et pour l'année 2026, les élections 2026, nous ne faisons pas que préparer les élections de 2026, mais nous sommes en train de construire une vision, nous construisions une équipe, nous construisions un élan, et cet élan, rien ne peut l'arrêter. Merci beaucoup, Gérard Gbenonchi. Vous êtes le secrétaire général du parti Union progressiste Le Renouveau, député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, défendre la position de votre parti qui reste le parti majoritaire de l'Assemblée nationale, le plus grand parti à date du Bénin. Vous passez une excellente journée du lundi. Et à très bientôt. Je vous remercie. Bonjour le Bénin, on prend une pause et derrière on revient pour la suite de cette émission. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Gros plan sur un continent en pleine effervescence entre révision constitutionnelle, controverses, tensions électorales, transition militaire prolongée et conflits armés qui s'enlisent. Plusieurs États africains sont à la croisée des chemins. Partout, le pouvoir vacille, s'adapte ou se renforce. Dans un contexte mondial sous tension, où va l'Afrique? Réponse dans ce grand reportage signé Marcela Rossi. Des décennies de pouvoir, un nom, une famille et désormais une nouvelle constitution. Nous sommes au Togo. Le pouvoir change de forme, mais pas demain. Faure Gnassingbé, encore, toujours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la constitution en vigueur sera rigoureusement respectée. Une constitution redessinée dans le calme d'un hémicycle, mais dehors, l'orage gronde. Il faut qu'on le sache. Un passage au régime parlementaire. Sur le papier, oui, mais dans les faits, l'opposition dénonce une réforme taillée sur mesure. Le peuple, lui, observe, lassé, parfois résigné, mais pas toujours silencieux. L'Afrique aujourd'hui n'est pas à la croisée des chemins, elle est en pleine traversée. Une traversée d'incertitude, de tension et d'espoir. À Abidjan, la paix, oui, mais à quel prix? Une génération a grandi sans guerre, mais avec la peur d'un retour. À quelques mois de la présidentielle, le mot qui dérange revient. 4e mandat. Ouattara hésite, la rue aussi. On est fatigué. On est étouffé. On veut ta paix. Nos pays de paix là. On veut ta paix. Plusieurs figures de l'opposition écartées, parfois invalidées. L'espace politique se rétrécit. La démocratie se joue à huis clos. Alassane Ouattara, toujours en embuscade. Candidat ou faiseur de roi,
Mais dans les quartiers populaires, la rumeur enfle. On veut voter, mais pour qui? Ici, la peur n'a pas disparu. Alassane Ouattara garde le silence, mais son ombre plane. Le pays marche, mais sur un fil. Je crois qu'aujourd'hui, on a toujours des pratiques politiques qui n'ont pas fondamentalement changé. Et en Côte d'Ivoire, depuis en fait, le décès de Houphouët-Boigny, il n'y a jamais eu de vrai moment où les Ivoiriens se sont assis pour réfléchir sur leurs institutions et sur le type de rapport qu'ils voulaient instaurer entre les populations et les gouvernants. La Côte d'Ivoire a traversé une certaine période difficile dont je peux parler personnellement dans une autre vie. Mais je crois qu'il faut faire confiance au peuple ivoirien pour tirer les leçons du passé et bien sûr s'adosser justement à ce miracle économique qu'ils ont pu réaliser ces derniers temps. Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être. Libreville, le Poutier derrière, la transition dépassée. Un nouveau gouvernement civil, mais un chef militaire toujours au sommet. Les Gabonais veulent y croire. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, c'est comme un gros bouchon là qui a sauté, voilà. C'est comme pour dire que avant il fallait s'inquiéter, il fallait se poser des questions si est-ce que continuer les études ça en vaut vraiment la peine ou on se met à chercher quelque chose d'autre pour nous permettre déjà de subvenir à nos besoins. Mais là, avec le coup de la libération, on s'est dit, enfin, il y a un gros bouchon qui est quitté. Entre pénurie, incertitude et attente sociale, le peuple regarde et attend encore. À Dakar, mars 2024 a tout changé. En quelques semaines, le Sénégal est passé du chaos institutionnel à l'espoir retrouvé. Nous avons pris notre destin en main. Bassirou Diomaye Faye est élu président à 44 ans. Ousmane Sonko, son frère de lutte, dirige le gouvernement. Une alternance historique saluée par tout un continent. Mais déjà, les regards changent, car les discours seuls ne suffisent plus. L'économie n'est pas relancée. Ils n'ont pas encore de projet économique d'insertion de la jeunesse. Actuellement, c'est un peu difficile avec les problèmes de dette. Mais je crois que si on leur laisse un peu de temps, ils vont essayer de gérer, quoi. Parce qu'ils ont la conviction et l'esprit de bien faire. Et puis, il y a le bloc Mali, Burkina, Niger, l'Alliance des États du Sahel. 3 pays, une ligne, rupture. Rupture avec la France et avec beaucoup d'autres aussi. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très regrettable, ce n'est pas simplement le départ des 3 pays du Sahel, c'est les conditions de ce départ. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup d'acrimonie et il y a des tensions entre les pays voisins, ce qu'on n'a pas connu dans la région depuis longtemps, précisément à cause de l'existence d'une organisation comme la CEDEAO qui permettait non seulement aux chefs d'État, mais aussi à des chefs de la police, à des chefs des armées, à différents niveaux y compris techniques, de 15 pays de la région, de pouvoir se retrouver régulièrement. Et on sait très bien que cela réduit les tensions et réduit les risques notamment de guerre inter-États dans une région lorsqu'on a ce type d'organisation régionale. Pour beaucoup, ce n'est pas une rébellion, c'est une idéologie.
En RDC, c'est visible. Une guerre oubliée, mais constante. Des millions de déplacés, des groupes armés par centaines. Le chaos ronge le Kivu. Ici, le pouvoir politique ne suffit pas. Il est urgent d'éteindre les flammes. Il y a une grande part dans le passé du pays qui explique la situation actuelle. Il ne faut pas l'oublier, quasiment depuis l'indépendance de ce pays, il y a quasiment eu de manière continue une présence d'opérations de maintien de la paix. C'est dire que la paix et la sécurité ont toujours été compromises en RDC. D'une part, la difficulté de construire des institutions politiques qui fassent sens pour les populations, et de l'autre côté, bien sûr, l'immensité aussi des ressources naturelles de ce pays qui font que il est objet à la fois de convoitises intérieures et de convoitises extérieures, et que les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés entre les populations de la RDC, leurs propres gouvernants civils et militaires qui en fait bénéficient aussi beaucoup des trafics de ressources naturelles, et bien sûr les acteurs extérieurs, les grandes compagnies internationales qui ont besoin de ces ressources, notamment aujourd'hui qui sont stratégiques pour la transition énergétique, ou le cobalt et beaucoup d'autres ressources dont la RDC est souvent le premier producteur, ou en tout cas celui qui a plutôt les gisements les plus importants au monde. Soudan du Sud, plus jeune pays du continent. Mais la paix y reste une rumeur. Conflits ethniques, famine, déplacements massifs. Ici, l'État est encore fragile, la société brisée et l'espoir souvent hors de portée. C'est deux pays majeurs sur ce continent qui concentrent toutes les contradictions que ce continent connaît. Alors, de mon point de vue, il faut bien observer ces deux situations et leur trouver des solutions durables pour que l'Afrique puisse trouver une plage de consolidation des acquis. C'est vrai, les choses changent au quotidien, mais ces deux conflits, de mon point de vue, méritent une attention particulière des Africains. Et il n'est pas question de les résoudre aussi par des solutions externes. Les Africains doivent se mobiliser autour de leur propre génie de résolution des conflits, parce que l'inclusion, en fait, c'est pas mal, parce que tout le monde a intérêt à ce que les choses se stabilisent en RDC, tout le monde a intérêt à ce que les choses changent au Soudan, mais d'abord et avant tout, c'est des pays africains. Et donc, c'est à nous d'aller chercher les bonnes solutions. Chaque jour sans violence est une exception. Ici, l'avenir est un luxe et chaque jour de survie, une victoire. En Afrique du Nord, la tension est d'un autre genre. Libye, fragmentée. Tunisie, sous tension. Algérie, silencieuse. Et avec la France, le dialogue est devenu duel. Visa, mémoire, influence, la fracture est culturelle et politique. Essayons de voir en tant qu'Africains comment nous redéfinir par rapport à nos ressources naturelles, par rapport à la perspective de notre transition démographique. Je considère que c'est des défis majeurs. Nous avons une population jeune, nous avons des ressources naturelles énormes et nous sommes en mesure, avec bien sûr l'aide aujourd'hui des technologies que vous connaissez, et le Fari a été un moment excellent pour nous montrer ce que notre jeunesse peut faire pour arriver à mieux appréhender ces défis-là avec nos propres moyens et notre propre intelligence. Je pense que le monde actuel où les États reviennent au système d'État-nation plus ou moins nous donne à nous, Africains, la chance de rebondir
et de nous redéfinir par rapport à ce monde. L'Afrique aujourd'hui, entre tension et renouveau, cherche moins à plaire qu'à s'affirmer. Le futur ne s'attend plus, il se réclame. Bonjour le Bénin, votre matinale se poursuit. Il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. C'est ce qu'on appelle mettre de l'huile sur le feu. Dans un entretien au long cours accordé à la télévision nationale nigérienne, le chef du régime militaire a multiplié les accusations contre le Bénin. Abdourahmane Tiani persiste et signe. Le Bénin abrite des bases militaires françaises et servirait de point d'appui pour des opérations clandestines contre le Niger. Un mobile suffisant pour lui pour maintenir ses frontières fermées, alors qu'on pensait que l'heure était à la décrispation avec les mesures d'apaisement prises par Cotonou. Niamey vient d'en rajouter une couche. Pas sûr que cela soit du goût des autorités béninoises. Quelle posture le Bénin doit-il adopter? Nous faisons le débat ce matin avec autour de la table Distel Amoussou, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, bonjour amis téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur la matinale. Bonjour le Bénin. C'est un devoir pour nous. Très bien. Et nous allons ensemble donc analyser, malheureusement votre vis-à-vis n'est pas encore là ce matin, mais nous allons quand même faire le débat, la discussion, mener la discussion. Distel, il y a encore quelques mois en arrière, une ouverture diplomatique s'est dessinée. Le général Tiani malheureusement vient une fois encore d'annoncer que la frontière va rester fermée avec le Bénin. Il persiste et signe. Le Bénin abrite des bases militaires françaises qui serviraient de point d'appui pour des opérations clandestines contre le Nigeria. Tout ceci au mépris des assurances des autorités béninoises. Comment est-ce que vous appréhendez ce que l'on serait peut-être tenté de qualifier d'acharnement? Vous venez donc de faire un point sur les pas que les deux pays frères, le Niger et le Bénin, avaient menés vers, n'est-ce pas, l'apaisement total de cette crise, de ce quiproquo. Mais il se trouve que, au lieu de gagner chaque pas, le collègue du président Patrice Talon a fait cette sortie au long cours que vous venez de mentionner. Non, l'huile ne va pas chauffer. Le Niger et le Bénin resteront deux pays frères parce que incapables de déménager géographiquement. Culturellement, nous avons deux peuples fondus et confondus, avec les mêmes pratiques et traditions ancestrales. Alors, c'est pour vous dire que les deux pays trouveront forcément le mécanisme nécessaire pour franchir d'autres pas vers la paix. Mais ce que j'ai écouté chez le président Tiani, c'est un discours complètement péremptoire, avec des allégations, mais nous n'avons pas eu de preuves. Alors, qu'est-ce que le Bénin a fait? Le Bénin a continué de respecter le Niger comme État, de respecter la souveraineté du Niger. Voyez-vous? Et donc, nous devons continuer à inviter les autorités nigériennes à respecter le Bénin et à considérer sa souveraineté. Nous devons demander au général Tiani de respecter le b.a.-ba du vivre ensemble. N'est-ce pas? Lorsqu'il évoque tout le long de son interview le nom du président Patrice Talon, j'ai noté qu'il évoque avec beaucoup de dédain, de mépris. Talon, c'est son collègue.
Et à aucun moment, le Bénin et ses autorités n'ont eu cette posture vis-à-vis de la junte au pouvoir au Niger. Voyez-vous? Alors nous allons continuer de souhaiter que, au lieu que de faire des déclarations péremptoires, des accusations sans fondement, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso puissent continuer de travailler à sécuriser les zones critiques entre nos trois pays. Il ne vous échappe pas que ces zones-là, cette zone dite de Pointe-Triple, est une zone critique. Et lorsque les forces de sécurité et de défense du Niger et du Burkina Faso repoussent, n'est-ce pas, les terroristes, les mécréants vers le sud de leur pays, ils ont pris comme zone de confort, zone logistique, cette zone-là. Mais le Bénin ne peut pas permettre une cohabitation avec ces personnes-là. Donc, il faut communier les forces, il faut fédérer les énergies, les renseignements, les forces de feu pour pouvoir endiguer ce mal, pour pouvoir mettre ces, je n'ai pas envie de dire mécréants, mais ces personnes de mauvaise intention, ces ennemis de la liberté. Voilà, tout à hors de nos territoires. C'est ensemble que nous allons le faire pour le bien de nos peuples. Alors, maintenant, lorsqu'on se retrouve dans la réalité, je me demande ce que les autorités nigériennes ont comme programme de développement pour le Niger, pour les Nigériens. En fait, toute la problématique se trouve à ce niveau-là. Justement, Edicel Amoncho, le président Tiani, explique que cette mesure n'est pas dirigée contre le Bénin, mais ce qu'il appelle plutôt les forces de déstabilisation, en référence donc à la France. Est-ce que c'est de la méfiance ou ce sont des manœuvres d'un dirigeant en difficulté? On le sait, en l'espèce, l'enfer, c'est les autres. Je crois que c'est de la méprise d'analyse stratégique. Voyez-vous, oui, ces mesures ne sont pas dirigées contre le Bénin, mais il s'observe que le Bénin a pu développer sa force de résilience, sa capacité de résilience, de sorte que, même si le Niger gardait fermé ses frontières sur plusieurs années encore, eh bien, le Bénin va continuer d'accroître sa résilience et instaurer son mécanisme économique qui le conforte. Nous parlons aujourd'hui de 7,5% de croissance économique. Sans, n'est-ce pas, le Niger, avec la fermeture des frontières au Niger. Dans tous les cas, le Bénin a gardé ses frontières ouvertes pour les frères nigériens. Et lorsque vous écoutez les échos, les discours des Nigériens eux-mêmes, notamment au niveau des transporteurs, je crois que les accusations ont commencé par changer de camp. Il va falloir que le président Tiani et son équipe puissent trouver des réponses à servir au peuple nigérien. Eh bien, dans cette réponse-là, dans cet exercice, la stratégie qui est trouvée, c'est de continuer à dire que le Bénin est le sorcier, le Bénin abrite les ennemis, le Bénin a mis le scorpion dans sa bouche et ne saurait rester tranquille. Mais l'autre, le revers, c'est quoi? Le bébé qui empêche sa maman de dormir ne dormira pas non plus. Et puis, on sait que Cotonou a déjà montré à bien des égards sa disponibilité à collaborer et à planir les divergences. Est-ce que cette nouvelle sortie du président Tiani ne risque-t-elle pas de mettre l'huile sur le feu? Pas du tout, parce que le Bénin a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Le Bénin, c'est un pays de paix. Et donc, le Bénin va continuer à regarder le peuple nigérien comme un peuple frère. Le Bénin, à travers ses autorités, vont continuer à regarder les collègues nigériens des autorités béninoises comme des autorités sœurs. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, dans notre tradition de recherche de la paix, de continuer à parler à nos frères. Le Bénin les a reçus les autorités, notamment le numéro 2 du Niger à Cotonou, avec une forte délégation. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Les autorités militaires, il ne vous échappe pas, lorsque le général Fructueux Gbagidi
était chef d'état-major de l'armée de terre, il a rendu visite par 2 fois, n'est-ce pas, à son collègue qui est devenu le numéro 2 de la junte aujourd'hui, qui occupait le poste équivalent, pour, n'est-ce pas, travailler à fédérer les énergies pour combattre le mal djihadiste. Il ne vous échappe pas que le Bénin s'est retrouvé à travers l'initiative d'Accra pour initier, n'est-ce pas, notamment, une convergence, une communion, une fédération, une mise ensemble, n'est-ce pas, des renseignements, parce qu'on ne peut pas faire une guerre contre un phénomène asymétrique, n'est-ce pas, sans disposer d'une base de données informationnelles. Et donc, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie face à cette guerre-là. Le Niger non plus, le Burkina encore moins. Dans ce cas, c'est des peuples qui sont condamnés à vivre ensemble. Alors, quelle est la réaction ou quelle réaction ou attitude le Bénin devrait adopter face à cette nouvelle accusation? Renforcer sa diplomatie, continuer à convoquer les cadres nécessaires de discussion, continuer à maintenir sa posture de non-agression, de non-attaque verbale, de non-attaque communicationnelle. Vous avez vu, le président Tiani est allé jusqu'à parler d'armes que le Bénin mettrait à disposition des terroristes. Mais avec sa quarantaine d'années de formation militaire, de pratique qu'il mentionne, il oublie que les armes de guerre ont une traçabilité à sa place. N'est-ce pas? Les experts auraient pu mettre sur la place publique les caractéristiques de ces armes-là et nous dire leur traçabilité. Il avait évoqué des points géographiques qui seraient des points qui se retrouveraient au Bénin. Mais lorsqu'on a fait les projections, on découvre, heureusement pour nous et malheureusement pour lui, que ces points-là ne tombent même pas sur le territoire béninois. Je crois qu'il y a un peu, je ne dirais pas d'amalgame, mais il y a un peu de manque de rigueur dans les informations qui sont communiquées au général Tiani et qu'il utilise, n'est-ce pas, pour venir parler au nom du peuple nigérien. Alors, on va essayer de prendre le pouls de ce qui se dit donc, sur les réseaux sociaux, nos canaux digitaux, de ce que pensent les internautes, le Béninois lambda de cette situation. Nadège Soni, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à tous. Selon vous, quelle attitude le Bénin devrait-il adopter face à une énième accusation du président nigérien qui a par ailleurs réaffirmé le maintien de la fermeture de ses frontières? On va découvrir ensemble ce que pensent nos internautes. Alors, les internautes semblent s'accorder sur le fait que la meilleure réponse face à ces accusations est bien le silence. François Kakpo a réagi à notre publication. Pour lui, il faut ignorer ces attaques et se concentrer sur les défis de développement du Bénin. Selon lui, il est essentiel de contourner ceux qui cherchent à freiner notre progression. Parfait Akmine rappelle que la main du Bénin reste tendue en signe d'ouverture du dialogue. Philippe Business, de son côté, estime que le Bénin doit apprendre à avancer sans dépendre du Niger. Il préconise de redéfinir de nouvelles stratégies tout en gardant le silence. Osénine Gobi partage ce point de vue. Ce internaute pense qu'il est essentiel d'éviter tout discours agressif et tout acte qui pourrait dégénérer en conflit. Il propose une médiation sous-régionale par la CEDEAO ou l'Union africaine pour désamorcer les tensions. Selon lui, le Bénin devrait clarifier sa position par voie diplomatique en réfutant publiquement les accusations infondées, appeler à la réouverture des frontières au nom de la coopération régionale, renforcer ses partenariats économiques alternatifs pour réduire sa dépendance vis-à-vis du Niger,
insister sur le respect des conventions bilatérales et régionales, éviter toute escalade militaire ou sécuritaire. Stanislas Sidagbo pense également que le Bénin gagnerait à garder une attitude diplomatique et mesurée. L'idéal serait d'insister sur le dialogue, de rappeler l'importance des liens historiques, économiques et humains entre les deux pays. Le Bénin peut aussi continuer à réaffirmer sa bonne foi dans la gestion des relations avec le Niger tout en prenant des mesures pour protéger ses propres intérêts économiques et sécuritaires. La communication publique pourrait rester apaisante pour ne pas alimenter les tensions inutiles au niveau des populations. Simon Boukari Poufouni souligne un point important. Malgré la fermeture des frontières, la croissance économique du Bénin a atteint 7,5% l'an dernier, preuve de la résilience du pays. Merci beaucoup à vous, Nadège Sanding, pour ces avis relayés. On se retrouve demain? Bien sûr, à demain, Herman. Merci beaucoup. Alors, disent-elles à Moussou qu'elle pourrait être, on va le dire ainsi, la part de la CEDEAO dans ce conflit-là? On sait que dans cette crise, on ne va pas parler de conflit, dans cette crise, on sait que le Niger, évidemment, a rejoint l'Alliance des États du Sahel, mais le pays, enfin, l'institution pourrait jouer un rôle majeur, non? Oui, c'est vrai. Le Niger a récusé la CEDEAO depuis plusieurs mois. Et le Niger a claqué la porte de la CEDEAO. À partir de ce moment-là, il faudra dire que l'institution CEDEAO a fort à faire. Simplement pour redorer, n'est-ce pas, son blason, pour travailler à instaurer, à réinstaller, n'est-ce pas, la foi que les communautés devraient avoir en elles. Parce qu'en fait, c'est une institution pour les communautés et non une institution pour les chefs d'État qui dirigent ces communautés. Alors, on a longtemps été rejoint par Vigile Ouessou. Il est spécialiste des politiques de sécurité et de défense, directeur de l'Institut Médias et Développement. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ici, malheureusement, le débat est presque terminé, mais vous avez tenu quand même à être là pour dire un mot sur le sujet. Vous avez suivi cette actualité avec le président Tiani qui, une nouvelle fois, accuse le Bénin. Et la grosse question, c'est quelle doit être, selon vous, la posture du Bénin? Je voudrais d'abord présenter mes excuses. La circulation étant ce que nous connaissons au Bénin, toutes mes excuses aux téléspectateurs. Mais en réalité, Tiani ne s'adresse pas aux Béninois. Tiani, si vous analysez bien les éléments de contexte, vous allez constater que c'est une sensibilisation pour les populations de l'AES, parce qu'il a très peu prononcé, pendant les 3 heures, il a très peu prononcé le mot Niger. Tout le temps, c'est Confédération des États du Sahel. C'est une sensibilisation et ensuite, un seul mot, il n'y aura pas ouverture des frontières. Et vous analysez les éléments de contexte, vous allez constater que tout récemment, il y a eu suffisamment d'attaques à l'intérieur du Niger, au Mali, et donc il fallait revenir, rassurer les populations. Et vous constatez que dans son discours, dès le départ, il n'a fait que rappeler le début de ce processus terroriste depuis l'Afghanistan. C'est des cours qu'on donne aux étudiants de première année dans les relations internationales. De la relater tout cela pour sensibiliser et rassurer. Il ne parle pas seulement pour le compte du Niger, mais il parle pour tout le Sahel. Parce que non seulement il y a ces situations d'insécurité qui sont produites tout récemment, mais il y a également à l'intérieur sur le plan politique, vous constatez qu'au Mali, il y a eu des remous tout récemment et suffisamment. Et au niveau du Burkina, vous allez constater qu'il y a eu des craintes pour des coups d'État, ainsi de suite, suffisamment. Donc il fallait rassurer les populations. Et ce n'est que ça qu'il a fait tout le temps. Et il n'a fait que orienter ses propos vers les néocolonialistes. Ce mot est sorti plus d'une centaine de fois, mais regardez le pendant qu'il parlait, il était totalement figé. Très peu de fois, il change de regard et il a même anticipé sur les questions du journaliste. C'était une communication bien préparée, c'était à l'endroit des populations de l'AES. Et justement, et quand il parle des forces de déstabilisation qui se retrouveraient sur le territoire béninois, forcément, ça interpelle le Bénin. Ça interpelle le Bénin, bien évidemment. Mais vous constaterez qu'il a parlé, qu'il y a une ouverture, que c'est pour créer de la profondeur.
mais c'est également pour apaiser, parce que c'est dans ces zones, évidemment, qu'il y a les problèmes. Et ils savent très bien qu'ils ne maîtrisent plus du tout l'espace de W, ils ne maîtrisent plus du tout, surtout au niveau du point triple. Le Burkina et le Niger ne maîtrisent plus du tout cet espace-là, et il n'y a que le Bénin sur cet espace-là pour faire la barrière. Et malheureusement, ils ne créent pas les conditions de négociation. Je crois qu'aujourd'hui, ils commencent par constater qu'ils sont menacés, et je crois bien que les forces armées, puisque le Bénin, les forces armées béninoises n'ont jamais cessé de partager les informations, les renseignements avec leurs collègues du Niger, du Burkina, mais n'ont souvent pas le retour. Je crois que ces derniers temps, ils vont commencer par le faire certainement, puisqu'il y a commencé par avoir changement de posture. Vous constatez que pendant tout le discours, il a très peu parlé des États-Unis. Et les 2 fois ou 3 fois qu'il a parlé des États-Unis, il a parlé de l'ancien régime, et vous constaterez d'ailleurs que tout récemment, il y a une nouvelle ambassadrice qui est arrivée, et il y a une communication autour de la réception de l'aide de créance, tout ça. Il a commencé par avoir changement de posture, et vous constaterez que les choses évolueront mieux, et c'est pour préparer les populations à accepter ce qui viendra. Et le Bénin, quelle posture le Bénin doit-il adopter? Le Bénin aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement béninois a commencé par adopter cette posture depuis très longtemps. C'est une stratégie d'ignorance. Carrément ne pas considérer ce qui se fait, ayant compris que l'objectif n'était pas dirigé vers le Bénin, mais c'est de se légitimer. C'est de maîtriser, de passer une communication pour pouvoir maîtriser la population et pouvoir asseoir leur régime. Donc en fait, ce n'était pas... Le Bénin n'est qu'un outil utilisé pour l'instant. Mais aujourd'hui, le Bénin a pu adopter une stratégie de résilience qui permet bien à l'économie béninoise et aux populations de continuer par avancer. Et je crois que le Bénin doit pouvoir continuer dans ce sens-là. Il n'est pas question de répondre ou de pouvoir engager un bras de fer. Alors, Vigile Ouessou, on a appris donc sur BIP Radio hier, au cours de son intervention, que le Bénin rappelle à nouveau son ambassadeur Gildas Agoncan. Et Bénin va nommer un autre ambassadeur dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que c'est en référence à cette actualité ou c'était déjà dans les tuyaux? Je crois que c'était dans les tuyaux depuis, puisqu'il a abordé cela. Les propos de l'ambassadeur Agoncan sur le terrain les arrangeaient. C'était une erreur diplomatique, c'était une erreur politique de la part de l'ambassadeur Agoncan. Il est vrai que le Bénin pouvait adopter une autre stratégie pour pouvoir répondre, pour pouvoir communiquer autrement. Avant de rappeler, j'ai simplement déploré la précipitation dans laquelle le Bénin a agi en rappelant l'ambassadeur Agoncan. On aurait pu adopter une autre stratégie, sinon ce n'était que la réponse normale en matière diplomatique, parce qu'il y avait une erreur, il fallait essayer de trouver la solution. Vigile Ouessou, merci beaucoup. Franchement, on aurait aimé vous avoir un peu plus tôt pour vous écouter. Malheureusement, le temps imparti pour cette rubrique est terminé. Merci tout de même d'être venu porter votre regard sur cette actualité, Distel. Merci. C'est bon. On espère vous retrouver un autre lundi pour décortiquer l'actualité politique. La disponibilité est confirmée. Merci beaucoup. Bonjour le Bénin, dernière escale de ce matin, c'est les sports de Blaise Adanko qu'on reçoit tout de suite. Sport matin sur Bonjour le Bénin avec Blaise Adanko. Blaise, bonjour. Bonjour Eman Amengan, bonjour à toutes, bonjour à tous. On s'intéresse ce matin à la Ligue Pro de football du Bénin. Oui, c'était donc la 33e journée ce week-end avec des matchs intéressants et notamment des qualifications en Ligue 1 et en Ligue 2 pour certaines équipes. Le dispatch se fait avec la victoire de l'Autopopo 3-1. Match nul 0-0 entre Buffle et Dynamo à Bomé. Un résultat intéressant également dans cette poule A, c'est bien évidemment le résultat de Dadje qui s'est imposé face à Panthère et qui fait un pas de plus vers la qualification donc pour aller jouer donc la finale, aller chercher le titre dans cette Ligue Pro. Derrière Dadje, il y a bien évidemment Cavalli qui compte également 59 points. Ça voudra dire que lors de la 34e journée, ça va être vraiment
une rude bataille entre les deux équipes pour aller chercher la place qualificative pour la finale des playoffs. Et donc dans la poule B, Coton est leader incontesté, 57 points après sa victoire 2-0 face à Vrancou. Et en bas du tableau, on a la JSO qui est déjà reléguée en 3e division. Mais le gros résultat de cette journée, c'est la défaite de Dragon face à Sobemap, 2-0. Et donc Sobemap en profite véritablement pour prendre 2 points sur son adversaire. Et on rappelle que le Topopo a réussi une incroyable remontada dans son groupe. Ils étaient à un moment donné au-dessus, même presque au-dessus de la zone de flottaison. Ils rivalisaient avec la zone de relégation. En Ligue 2, mais désormais ils sont 3e avec 57 points. Même nombre de points que Coton FC, qui est leader dans son groupe, 57 points également. C'est important. Ça veut dire que dans la poule A, c'est vraiment très très serré. Alors, on s'intéresse à présent au foot féminin, Blaise. Avec le deuxième sacre de Sam Nelly dans ce championnat féminin de football. Sam Nelly qui s'est imposé face à l'AS Gamia, victoire 1-0. Et donc, Sam Nelly qui va représenter le Bénin pour le tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines. Et ça va se jouer du côté de Yamoussoukro en août prochain. En 2e division, c'est Basson qui s'est donc imposé face à l'AS Cotonou pour décrocher son tout premier titre de champion du Bénin. Ailleurs sur le continent, Pyramide décroche la Ligue africaine des clubs champions. C'était face au Mamelodi Sundowns. Premier titre de ce club créé il n'y a pas très longtemps, donc pour ce club qui s'est imposé face au Mamelodi Sundowns. C'était une finale en aller-retour et hier, les Égyptiens ont su faire le minimum. Victoire 2-1 pour pouvoir remporter ce tout premier titre continental. Et puis pour finir, ailleurs dans le monde, notamment en Europe, le PSG est sur le toit de l'Europe. Le PSG qui a écrasé l'Inter de Milan pour remporter son tout premier sacre sur le continent européen. Victoire sans appel 5-0. Les Interistes n'ont pas hésité dans cette finale. Et surtout ce doublé du gamin de 19 ans, le franco-ivoirien Désiré Doué. Il est effectivement doué. Il est doué. Il est doué, il a marqué 2 beaux buts, il a fait une très grande finale également. Et on va rapidement dire un mot des Guépards. Oui, les Guépards qui se préparent également pour ce match amical face à l'équipe du Maroc. Ce sera le 9 juin prochain. Bien évidemment, tous les détails et toute l'actualité des Guépards, ce sera dans Guépard Inside. Ce soir, juste après le journal. Juste avant le journal. Juste avant le journal télévisé, voilà. Merci beaucoup à vous, Blaise Adampo. On se retrouve demain. Ouais, demain avec le même plaisir. Et voilà qui est mettre un terme à la matinale. Bonjour le Bénin de ce lundi 2 juin 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Wonton et Karamat Aguatao. Retrouvez-nous demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi, bonne semaine de travail à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.